Donc, pour recontextualiser ce webinaire, en fait, euh, Maxime Boissière, qui travaille au 1676A, a été interrogé par certaines MSP sur comment ça fonctionnait le SaaS, quelles étaient les différences entre SaaS, PDSA, etc. Donc, on a décidé avec lui d'organiser un court webinaire pour vous retracer le SaaS, le SaaS dans le département. Au sommaire, donc, on va rapidement faire la différence entre les différents acronymes SNP, PDSA, SaaS. Puis ensuite, Maxime va nous parler du fonctionnement du SaaS 76A, qui est quasiment le même que le SaaS 76B, il nous en parlera. Et puis, on conclura par le SaaS dans la CI, combien ça rapporte, et puis les perspectives de France Santé dans le cadre du SaaS. Donc, allons-y. Les différents acronymes. Donc, les soins non programmés, SNP, c'est un peu bizarre parce que SNP, c'est la manière de, je crois, de coter les actes du SaaS. C'est le nom d'une majoration, effectivement. C'est le nom d'une majoration. Nous, ce qu'on appelle SNP dans le cadre de la CI, les soins non programmés, ça concerne les patients de la MSP. Donc, c'est organisé par les professionnels de la MSP, que ce soit des médecins, mais ça peut être aussi, je sais pas moi, des kinés, des sages-femmes, etc. Et ça doit être dans les projets de santé, c'est un indicateur socle. Il y a pas d'indemnisation sur les soins non programmés, mais dans le projet de santé, on doit expliciter comment on assure des créneaux pour les soins non programmés de nos patientèles. Classiquement, les médecins disent on libère 1, 2 créneaux par jour ou 3 en fonction pour réserver à nos patients qui n'ont pas pris de rendez-vous en amont. Ça se fait pour les médecins, certains pourraient le faire pour les kinés, parce qu'il y a des problèmes d'accès aux kinés, on pourrait avoir des soins non programmés kinés. Les sages-femmes peuvent le faire, les infirmières, elles le font toujours, de toute façon. Donc voilà, les soins non programmés dans la MSP, c'est décrit dans le projet de santé, comment est-ce qu'on assure la continuité des soins pour notre patientèle. La PDSA, la permanence des soins ambulatoires, donc ça se passe le soir. Bon, les horaires sont variables selon les secteurs, mais c'est de l'ordre de 20h, 24h, le samedi après-midi et le dimanche. Donc ça, c'est organisé par secteur, par les médecins, et c'est régulé par le centre 15 ou le 116-117. Ce sont pour n'importe quel patient qui, la nuit, enfin pas la nuit, en début de nuit ou le week-end, ont besoin de soins. Donc c'est un système organisé par les médecins. On va en reparler tout à l'heure. La PDSA, c'est un des critères socles du dispositif France Santé. Dans le cadre de l'ACI, on peut dire qu'on participe à la PDSA. Ça rassure entre autres les gens, mais c'est pas obligatoire. Voilà. Il y a certains secteurs d'ailleurs où la PDSA est faite par exemple par SOS médecins, etc. Donc les libéraux ne font même pas de PDSA. Donc voilà, la PDSA, c'est la nuit. Et puis là, le sujet du jour, c'est avec le SaaS, donc service d'accès aux soins. C'est côté, donc là j'ai marqué, c'est côté SNP, donc il y a un peu confusion, mais le SaaS, c'est un dispositif qui a été mis en place récemment. Peut-être Maxime nous reparlera un peu d'histoire. C'est pour un accès aux soins diurnes dans les 48 heures. Bon, ça, on va détailler. Et c'est des patients qui n'ont soit pas de médecin traitant, soit dont le médecin traitant n'est pas disponible ou accessible. C'est organisé par territoire de santé, donc il y en a 2 en Seine-Maritime, puisqu'il y a 2 territoires de santé, il y a Le Havre et puis Dieppe, Rouen, Elbeuf. Et dans les autres départements, il n'y en a qu'un. Donc les 4 autres départements ont chacun un SAS théoriquement. C'est régulé par le 15 116 117, Maxime va nous en parler. Donc voilà, je pense que c'est clair la différence entre ces 3 acronymes. Vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans le chat du suivant, s'il y a des questions. Et puis, je vais laisser la parole à Maxime qui va nous parler plus spécifiquement donc du SaaS. Je te laisse la parole, Maxime. Bonjour, merci à Mathieu Martin d'organiser ce petit temps d'échange. Oui, un petit rappel historique sur les SaaS. C'est effectivement un dispositif qui est assez récent, avec des textes qui datent de 2020, un lancement plutôt, je crois, en 2022 sur le territoire du Havre et puis 2023 sur le territoire de Rouen. Notre mission, c'est de proposer une réponse à une demande de soins non programmés pour un patient soit qui n'a pas de médecin traitant, soit dont le médecin traitant est indisponible.
Ça, c'est la mission. Un peu plus concrètement, comment ça se passe? Le patient va contacter, le 116, 117. Cet appel, que ce soit à Rouen ou au Havre, ils arrivent à chaque fois directement dans les locaux du SAMU. Le premier décroché est fait par ce qu'on appelle un ARC, un assistant de régulation médicale, dont le travail va être orienté soit vers la filière médecine d'urgence, qui est pris en charge par les médecins hospitaliers, du centre 15 par les urgentistes, soit il y a une régulation, soit d'orienter vers la filière SAS, PDSA, et là, en quel cas, la régulation médicale, elle se fait par des médecins généralistes, libéraux qui viennent effectuer des vacations, au sein, des plateformes de régulation du Havre ou d'Orly. Donc voilà, donc le patient, il contacte le 116-117. L'appel, il est décroché donc par cette arme, qui va orienter, vers la filière. Dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, donc c'est vers la filière SAS, PDSA. Donc ça va orienter le patient ensuite être mis en relation avec un médecin généraliste régulateur, qui va, interroger le patient sur son état de santé, son motif de consultation. À l'issue, voilà, de cet, interrogatoire et puis de cette régulation, médicale, plusieurs choses peuvent être mises en place, soit des conseils médicaux simples, voilà, avec, qu'est-ce que vous avez dans votre pharmacie? Vous pouvez prendre ci, vous pouvez prendre ça. Ça, c'est à peu près la moitié de nos appels qui débouchent vers des conduites à tenir ou bien des conseils, médicaux. Ou bien, voilà, l'autre, moitié, c'est, bah, en fait, votre état de santé nécessite une consultation avec un médecin généraliste ou avec une sage-femme de votre secteur. Et du coup, il va transférer l'appel avec, vers une OSNP, une opératrice de soins non programmés, qui sont un peu des secrétaires médicales, qui vont pouvoir proposer un rendez-vous, au patient, pour qu'il puisse être examiné au plus près de chez lui. Et ces rendez-vous, en fait, ils sont mis à disposition par le médecin effecteur, du SAS via une plateforme qui s'appelle 48 heures chrono. Et quand, l'OSNP va donc, planifier ce rendez-vous, à la fois le patient et puis, le professionnel, vont recevoir un SMS, de prise, de rendez-vous. Donc voilà un petit peu, en fait, tout se place, voilà, sur cette plateforme 48 heures chrono qui sert à la fois à une mise en relation pour que les effecteurs d'un côté, que ça soit les médecins généralistes ou bien les sages-femmes, déposent des créneaux, et puis de l'autre côté, une OSNP qui, après régulation, médicale, va pouvoir, orienter vers le vers un créneau SAS. Ce qui est important à souligner, c'est qu'avant qu'on oriente un patient vers un créneau SAS, nous, on contacte systématiquement, en tout cas pour la partie, rouennaise, le médecin traitant du patient quand il en dispose d'un, pour que, s'assurer qu'il n'y ait pas de rendez-vous disponible, sur lequel on peut orienter le patient. Et on y reviendra un petit peu sur la cotation parce que le risque et l'effet, c'était un peu d'avoir un accès facile à un rendez-vous, alors finalement, il y avait peut-être déjà un rendez-vous sur des systèmes de créneaux d'urgence qui étaient organisés, dans chaque, maison de santé. Voilà un petit peu de manière globale, comment ça se passe. Je pense qu'on peut passer, ouais, à la diapo suivante. Comment ça marche pour s'inscrire au SAS? Qui peut s'inscrire? Donc effectivement, donc soit des médecins, généralistes, installés, leurs remplaçants, peuvent aussi, proposer des créneaux, à disposition du SAS, à la condition que le titulaire, qui le remplace soit, lui inscrit, au SAS, et puis les sages-femmes, installées. Et puis en fait, comment ça marche? En fait, le praticien concerné, va sur ce petit site internet et puis il remplit son nom, son prénom, son RPPS, voilà, qu'on ait toutes ces données administratives pour lui créer un compte sur 48 heures, chrono. Et puis ensuite, il va pouvoir aller déposer ses disponibilités, sur cette plateforme. C'est vraiment simple pour le coup, ça prend quelques clics et on peut à tout moment changer de disponibilité. Et ce qui est important aussi, c'est que le médecin qui va, faire la démarche de s'inscrire au SAS se déclare sur la plateforme nationale, parce qu'on verra qu'en fait, ça peut lui octroyer un forfait structure complémentaire, du fait de son engagement, au SAS. Le lien, vous l'a bon, Je vous après, je pourrais vous envoyer la procédure d'inscription où il y a tout, de manière un peu plus détaillée. L'idée, c'était de faire synthétique, mais je ouais, pourrais, Heu, on peut d'accord. vous l'envoyer. On a une procédure un peu toute simple avec des liens sur des petites vidéos sur comment est-ce qu'on dépose, un créneau. Hop, effectivement, donc comment est-ce qu'on dépose des créneaux? En fait, le praticien va se rendre sur le site de 48 heures chrono, il dépose des créneaux, un peu comme on le ferait sur Doctolib ou sur une autre plateforme de rendez-vous, avec une possibilité de proposer une récurrence de ces créneaux. On peut bien sûr enlever le créneau à tout moment dès qu'il n'a pas été pris, et puis il y a aussi une autre possibilité, c'est de déléguer à son secrétariat la gestion, de ses rendez-vous. Il y a un petit lien YouTube, mais vraiment c'est, quelques clics et c'est simple.
Et qu'est-ce qui se passe en fait après quand le créneau est pris par l'OSNP? Le praticien reçoit un mail et ou un SMS pour l'informer d'une part que son créneau est pris et puis d'autre part, on lui adresse aussi un petit résumé, de la régulation médicale pour dire: «Bah, en fait, je vous adresse un enfant pour, hyperthermie depuis 48 heures avec tout». Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Hop, et ensuite donc du Heu, coup, quelle valorisation pour le praticien? excusez-moi, Ouais. juste, sur la diapo d'avant par rapport à la délégation au secrétariat, Oui. comment, est-ce qu'il est possible de déléguer? Nous, on a plusieurs médecins, du coup, enfin, je pense que c'est beaucoup le cas partout, mais comment elle se fait? C'est un compte pour chaque médecin ou est-ce que il est possible de regrouper, les médecins de la structure pour qu'il y ait qu'un seul accès? En fait, on est obligé de créer un compte, par praticien parce que, après en termes de traçabilité de l'activité et notamment de la valorisation dont on va parler un petit peu plus tard, c'est important que chaque praticien s'inscrive et aussi pour la valorisation de son forfait structure, additionnel. Ça, c'est à faire qu'une fois. Après ce qu'on peut faire, c'est de déléguer au secrétariat plusieurs médecins. Et en fait, la secrétaire va venir choisir quand elle va être sur 48 heures, sur quel compte elle veut agir. Elle pourra agir au nom du docteur A ou du nom du docteur B ou du docteur C. Donc effectivement, avec un compte secrétariat, on peut gérer, plusieurs médecins, mais par contre, il faut que chaque médecin préalable se soit inscrit, en amont. OK, super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions peut-être d'ordre pratique sur ce point-là? Donc voilà, la délégation secrétariat, ça marche bien, surtout effectivement quand il y a plusieurs praticiens, c'est quand même, plus, Mmh. pratique. Pas de questions dans le chat. Et c'est ce qu'on Moi, faisait. j'ai C'est ce qu'on fait aussi sur, les remplaçants où souvent on leur donne délégation sur le compte du médecin qu'ils vont remplacer, notamment en termes de traçabilité d'activité. Comme ça, c'est bien le nom du praticien, qu'il remplace qui va être affiché en tant que celui qui a touché la majoration, SNP. Il y avait une autre question? oui, Maxime, c'est moi, Mégane. On est bien Ouais. d'accord pour cette délégation des remplaçants, Ouais. ça nécessite, enfin, vraiment le faire, pour, tous les remplaçants, puis de faire le point parce qu'après ils restent avec, toute une liste de remplaçants qui potentiellement remplacent plus. Cette gestion, elle reste, indispensable d'un point de vue traçabilité. Bah, oui, oui, c'est important, surtout si, en fait, de retirer la délégation quand le praticien, ne le remplace enfin, quand le remplaçant n'effectue plus de remplacement pour le praticien. C'est peut-être pas très clair ce que j'ai dit, mais oui, oui, c'est important de suivre, parce qu'après, sinon, vous continuez à avoir des gens qui peuvent agir en votre nom alors que finalement ils ne vous remplacent plus, quoi. Merci et il y avait une autre question par rapport à la, diapo d'avant sur la procédure. Il y a Ouais. une procédure, spécifique, pour les remplaçants? Ou c'est la Non, la c'est la même même? procédure, en fait. Voilà. La seule chose, c'est que moi, je ne peux créer de compte remplaçant que si le titulaire, est bien inscrit, au SAS. Après, on a eu aussi le cas, hein, clairement de, médecins titulaires qui s'inscrivent au SAS, mais qui, ne participent pas au SAS, mais par contre, du coup, quand leurs remplaçants, leurs remplaçants, eux, font du SAS, en fait. C'est possible aussi. Après, du coup, sur quelle, valorisation? Donc en fait, lorsqu'un patient est adressé, sur un créneau SAS, en fait, cette consultation, elle est éligible à une majoration, ce qu'on appelle la majoration SNP, donc 15 € en plus de la consultation, ce qui fait un tarif de consultation à 45 € pour un adulte, 50 € pour un enfant. Et en plus de ces 15 € peuvent se rajouter une majoration SHE pour les rendez-vous vraiment au début fin de soirée, début de nuit, on va dire entre 19 h et 20 h. Et donc là, on a une majoration qui au total, fait 20 €. Nous, lorsque les OSNP prennent les rendez-vous, elles avertissent les patients, de cette majoration, pour éviter les problématiques un peu conflictuelles de, bah, finalement, c'est pas le prix habituel. Comme ça, voilà, nous, on est très clair sur, on informe toujours le patient, en amont sur, le fait que ça sera pas le tarif habituel de la consultation pour éviter aussi de mettre en difficulté le praticien qui va recevoir. Et après, il y a une autre cotation qui finalement est assez peu connue. Comme je vous le disais sur le schéma d'appel, nous,
on appelle toujours le médecin traitant, le cabinet du médecin traitant pour savoir s'il peut recevoir un patient après la régulation. Si le praticien accepte de recevoir ce malade, il est aussi éligible à une majoration, mais qui est différente, qui s'appelle le MRT, donc 15 € également supplémentaires du fait de la mobilisation du praticien pour accepter un patient en plus. Donc c'est bien important, voilà, quand c'est un appel vers le secrétariat et que le secrétariat dit bah oui, je le rajoute sur les créneaux d'urgence. Là, pour le coup, c'est 15 € en plus. Donc, c'est effectivement une cotation MRT qui peut être éligible que sur sa patientèle déclarée médecin traitant. Et à contrario, en théorie, on ne peut pas déclarer de SNP sur un patient dont on est le médecin traitant. Et puis, ce qu'on disait, c'est qu'il y a un forfait structure additionnel qui, je crois, pour 2026, était à 1 000 € par an pour les praticiens qui participent au SAS. Ce forfait structure vient et de manière additionnelle, donc il faut quand même avoir le forfait structure de base pour pouvoir le toucher. Est-ce que c'était clair sur la cotation? Il y a d'autres questions un peu d'ordre pratique? Non, très bien. Après quelques chiffres d'activité pour dire est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Là, c'est vraiment les chiffres sur 76A. Moi, j'ai pas les chiffres du B. Finalement, en fait, on s'aperçoit qu'on est quand même une activité qui est en augmentation. Alors effectivement, on a finalement que 3 ans d'expérience. C'est un petit peu moins de 20 000 solutions qu'on a pu apporter aux patients sur l'année 2025, principalement via des créneaux SAS, médecin généraliste et puis sage-femme, et puis via le médecin traitant. Effectivement, cette systématisation de l'appel du médecin traitant, on l'a fait qu'en cours d'année 2025. Donc finalement, c'est que sur le deuxième semestre où on a pu réorienter 776 patients. Donc, je pense qu'en année pleine, on serait plutôt aux alentours des 1 500 à 2 000 patients qu'on peut réorienter vers le médecin traitant. Donc voilà, c'est une activité qui a bien augmenté finalement de 23% sur cette année. Et puis sur les créneaux mis à disposition, on a à peu près 32 000 créneaux mis à disposition par les médecins généralistes et 240 pour les sages-femmes. Donc voilà, ce qui fait à peu près un taux des créneaux pourvus qui est entre 55 et 60%. Avec une grande variabilité de ce pourcentage de créneaux pris selon les jours, selon les heures. Par définition, c'est une activité qui est difficile à anticiper. On est un peu plus fortement soumis aux variations saisonnières, aux épidémies saisonnières. Typiquement, nous, les mois les plus forts, c'est novembre, décembre, janvier, avec les épidémies de grippe, avant de Covid, ce genre de choses. Donc voilà, donc on est à peu près aux alentours de 55-60% de créneaux pourvus. On essaye d'augmenter parce qu'on a besoin de faire connaître un peu plus le dispositif avec des fortes disparités de territoires, avec des territoires où c'est déjà en tension, où là, le pourcentage de créneaux pourvus est déjà beaucoup plus important. Et puis sur des territoires où l'offre de soins est un peu plus importante, on a un pourcentage de créneaux pourvus qui est un peu plus bas. Voilà. C'est-à-dire, c'est plus sollicité quoi, en rural, en urbain, Bah, en fait, on a, ça c'est un peu on est sollicité sur tout le territoire. Après, on a quand même quelques difficultés. On n'a pas beaucoup d'effecteurs sur certaines zones. Maintenant, on est à peu près à 300 médecins inscrits, sur le territoire de 76A. On a des territoires où c'est plus difficile, mais c'est des territoires où c'est déjà difficile, hein. C'est clairement le nord du département, Dieppe, le Tréport, où là, on a plus de mal à trouver des solutions parce qu'on a peu d'offres. On a beaucoup de demandes et peu d'offres. Et on a la même problématique sur l'extrême sud du département, sur toute l'agglomération albevienne, où effectivement on a aussi beaucoup de demandes et peu d'offres, mais c'est aussi des territoires où on sait que la démographie médicale, elle est la plus pauvre sur le département, hein. Donc effectivement, on sait que sur ces territoires-là, c'est plus compliqué. Et puis effectivement, sur les gros centres urbains, et notamment sur la métropole Rouen-Normandie, effectivement, là, on a plus d'offres, mais on a aussi plus d'appels. Et même au sein de la métropole Rouen-Normandie, on a des grosses disparités de territoire, avec notamment sur le plateau est de Rouen, effectivement, un peu moins de demandes et une offre assez conséquente parce qu'on a aussi une démographie médicale qui est importante. Et puis d'autres territoires, Canfleuch, Petit Couronne, où c'est plus compliqué, mais c'est finalement les territoires qui sont en tension.
Voilà. Et on continue là sur 2026 à être aux alentours de 15-20% d'augmentation. Donc, on va avoir des chiffres encore qui continuent d'augmenter parce que on est aussi sur un dispositif qui n'est pas forcément encore très connu du grand public. Nous, c'est aussi un de nos objectifs de travailler sur une meilleure communication auprès du grand public sur le dispositif et sur l'importance d'appeler le 116-117 pour être orienté au mieux et pour savoir si effectivement est-ce que j'ai besoin ou pas d'une consultation. L'idée du SAS, c'est pas je veux une consultation et donc j'ai une consultation, c'est est-ce que mon état de santé nécessite ou pas une consultation. Et donc, tu disais que ça, tu as 50% de régulation, les gens ne sont pas orientés. Non, parce que leur état de santé soit ne nécessite pas une consultation, soit finalement on arrive aussi à temporiser les choses jusqu'à temps que son médecin traitant revienne. Donc voilà, des fois on a des appels, typiquement, bah, mon enfant a de la fièvre depuis ce matin, il est 18h, bon, l'enfant continue à jouer, il n'est pas inquiétant, mais en fait il n'y a pas de critères à consulter aujourd'hui. On leur dit, bah, vous patientez, vous voyez un peu de paracétamol, on voit comment ça se passe, nous on reste disponible s'il y a besoin. Et puis, effectivement, si ça va pas mieux, bah, demain, là, oui, peut-être que là, oui, effectivement, il faudra que votre enfant consulte ou bien si ses prises alimentaires diminuent. Mais effectivement, on a aussi, voilà, un rôle un peu d'éducation, heu, derrière tout ça. Effectivement, après, notre grand motif, c'est beaucoup, autour des enfants et puis, voilà, et puis aussi le grand âge, on a un peu toute demande. Nous, ce qu'on est ferme aussi, c'est, nous, on refuse toute demande de certificat médical, sur le SAS parce qu'on a des appels aussi comme ça, typiquement de: «Bah, on est dimanche, il me faudrait un rendez-vous parce que, demain, il me faut mon certificat médical pour mon enfant pour qu'il aille au club de sport». Bah, non, en fait, voilà, donc ça, clairement, c'est du conseil. Bah, non, en fait, vous aurez pas on va pas vous orienter vers un médecin de garde ou vers un médecin du SAS. Après, on a un motif qui nous pose un peu plus de soucis, c'est le renouvellement d'ordonnance. Parce qu'effectivement, ça, c'est une différence d'appréciation même entre les praticiens. Est-ce que, c'est un motif de soins non programmés ou non? Dans la mesure où effectivement, on se dit: «Bah, il a eu plusieurs mois, mais il suffit qu'il soit sur un territoire où assez pauvre en médecins et finalement son médecin est en arrêt maladie» ou voilà. Là, c'est plus, apprécié un peu au cas par cas et en fonction du territoire, quoi. Et justement, les arrêts maladie. Alors nous, ce qu'on dit sur les arrêts maladie, c'est que l'arrêt maladie est une conséquence de l'état de santé. C'est pas un motif de consultation, en soi. Et que c'est au médecin, s'il y a déjà d'une part, c'est est-ce que votre état de santé nécessite de consulter ou pas? Petit 1 et petit 2, si c'est juste un renouvellement d'arrêt maladie, bah non, en fait, à un moment donné, vous allez attendre que votre médecin traitant, soit disponible. Après, si c'est, en fait, j'ai vu un médecin parce que finalement, j'avais des lombalgies et finalement, bah, 15 jours, il m'a arrêté pour 15 jours, mais en fait, je suis toujours douloureux et là, dès que je me lève, dès que je reste debout plus d'1 heure, j'ai toujours mal au dos. Ah, là, c'est différent parce qu'on a des symptômes et voilà, donc c'est vrai que ça fait partie des choses aussi qu'on essaye d'éduquer, la population, même si effectivement c'est parfois, plus compliqué et notamment sur les territoires, assez pauvres, en médecins ou des fois sur des passages aux urgences avec des arrêts maladie qui sont des fois très courts. Sur des patients sans médecin traitant, là, c'est un peu, plus compliqué quoi, hein, parce que sur l'entorse de cheville qu'on a arrêté 3 jours, bah, des fois, 4e jour, ça va pas toujours mieux, quoi. Il reste toujours douloureux avec des difficultés à marcher, parce qu'il a un métier un peu manuel, bon. Ça, c'est vraiment évalué un peu au cas par cas. Ok. Ensuite, il y avait quelques perspectives un peu pluri-pro, je crois. Ouais. Donc nous, on a intégré les sages-femmes en 2025. On a besoin de faire mieux connaître cette offre de soins, parce que pour le coup, on a une mobilisation des sages-femmes et pour le moment, on a un pourcentage de créneaux pourvus qui est vraiment assez pauvre. Mmh. On a dû retravailler aussi, les indications. On a retravaillé aussi avec les régulateurs pour faire mieux connaître, cette offre de soins. Donc là, ça démarre timidement là sur le premier trimestre, mais voilà. Typiquement, une sage-femme dans les 48 heures, ça se justifie sur. Typiquement, ça peut être l'infection urinaire simple, de Ouais. la femme, toutes les problématiques en lien avec le postpartum, Mmh. les difficultés d'allaitement, ce genre de choses. D'accord. Et puis sur le suivi gynéco qui peut être fait. Et puis on a aussi, malheureusement, effectivement, aussi sur des territoires en tension,
En fait, je cherche à avoir un enfant, mon test de grossesse est positif, mais j'ai pas de médecin traitant, qu'est-ce que je peux faire? Donc là, typiquement, c'est motif d'orientation vers une consultation sage-femme pour assurer le suivi, de la grossesse, au moins pour faire un D'accord. 1er point et puis après elle voit si la sage-femme veut assurer le suivi, derrière. C'est dans quel périmètre? Vous essayez de trouver des créneaux dans quel périmètre? On essaye d'être au plus près Mmh. du patient. Après, il y a certains territoires où ils sont obligés de faire un peu de route, hein, pour le Mmh. coup. Et après, nous, ce qu'on dit toujours aux patients, hein, c'est que l'avantage, c'est que nous, on va leur proposer un rendez-vous avec un horaire. Parce que des fois, c'est: «Ah bah oui, je préfère aller aux urgences, à côté de chez moi». Oui, mais en fait, là, pour le coup, vous allez attendre pendant des heures, au risque même de se faire refouler des urgences parce que leur motif de consultation, relève d'une prise en charge, par la ville, hein. Mmh. Tous les jours, il y a des gens qui se font refouler au CHU parce que leur motif ne relève pas, d'une consultation, dans un service d'urgence et nous les réadresse et du coup, les patients réappellent enfin, souvent, ils nous ont pas appelés en amont et du coup, bah, nous appellent après sur le parking des urgences. Donc, Mmh. voilà. Et puis, on a un projet TélésAS qui serait donc un projet de téléconsultation assuré par des infirmières libérales, qui irait au domicile des patients qui sont peu ou pas mobilisables, mais qui relèvent d'une consultation de médecine de ville. C'est typiquement plutôt sur une patientèle du sujet âgé. Typiquement, on a des appels des fois de patients qui ont 90 ans, qui sortent plus trop de leur domicile, qui ont un érysipèle, donc c'est une infection au niveau de la jambe, qui se traite par des antibiotiques. Malheureusement, le médecin traitant ne fait pas de visite ou bien le médecin traitant est en congé. En fait, la seule solution qu'on a, c'est de mettre une ambulance pour envoyer, ce patient souvent âgé, qui va attendre longtemps dans un service d'urgence pour avoir une prescription d'antibiotiques, pour repartir à la maison, après. Donc ça, on se dit quand même qu'on peut faire mieux pour tout le monde et du coup, l'idée, c'est de mettre en place une téléconsultation, donc de mobiliser une infirmière libérale pour qu'elle puisse se rendre au domicile du patient pour effectivement, réaliser une téléconsultation avec un des médecins du SAAS. Voilà, donc ça, on est en train de travailler à la structuration de ce dispositif. C'est rentré dans le il y a eu c'est passé au JO, donc cette semaine, en fait, cette capacité pour les infirmières libérales de, participer aux soins, non programmés. Donc voilà, on a juste un petit sujet de financement sur la période transitoire, donc on attend que ça rentre dans le droit commun, début novembre, où est-ce qu'on trouve des solutions pour, commencer dès mi-juin, mais on espère pouvoir rentrer dès mi-juin et puis, Heu, ça, c'est un travail aussi, voilà, un projet qu'on porte depuis, plusieurs mois maintenant, mais dont on croit, parce qu'il y a un vrai intérêt, à la fois pour le patient, pour, aussi, les professionnels de ville, parce que pour les infirmières, c'est aussi une activité un peu, diversifiée. Et puis c'est un avantage aussi pour la société parce que ça évite des recours aux urgences qui sont pas forcément, utiles et puis un coût aussi pour la société parce qu'il y a pas de transport sanitaire, il y a pas de transfert aux urgences, juste pour, une simple entre guillemets «prescription d'antibiotiques» ou, ce genre de choses. Et puis le dernier point qu'on travaille, enfin là voilà, on a des créneaux dentaires, on aimerait bien pouvoir proposer des créneaux dentaires parce que ça c'est aussi un motif de consultation, fréquent. On travaille en cours pour essayer de proposer une offre en cas d'urgence dentaire. C'est plus complexe que ça, parce qu'effectivement la démographie des dentistes, elle est ce qu'elle est, sur notre territoire. L'avantage, c'est que la fac dentaire, ouvre là, donc on devrait pouvoir arriver à proposer, quelques petits, solutions pour ça. Il y a une PDSA dentaire, non? Il y a une PDSA dentaire qui est assurée tous les dimanches organisée par le conseil de l'ordre des dentistes, avec la difficulté qu'ils sont extrêmement saturés. Parce que, comme là, actuellement, il n'y a pas d'offre de semaine, tous les soins non programmés pour les patients sans dentiste ou bien dont le dentiste n'est pas en capacité de pouvoir les recevoir, se retrouvent à tous s'appeler le dimanche. Donc, finalement, à 10 heures, il y a souvent plus de place. Et du coup, voilà, avec des trucs des fois absurdes où des gens, des fois, prennent le train pour aller à Paris pour pouvoir voir un dentiste et reviennent, hein, quand même. Enfin, on arrive quand même des fois à des choses un peu surréalistes, quoi. OK, la téléconsultation, tu as une idée de la cotation pour les infirmières? Oui, alors c'est dans ça s'appelle, MIR, je crois, oui, c'est ça, le terme exact, c'est MIR, c'est 15 € de majoration, en plus de la téléconsultation qui est valorisée, 15 €, donc ça fait un forfait au moins à 30 € pour les infirmières, libérales, avec aussi cette spécificité
il y a une dérogation à la règle des indemnités kilométriques pour les infirmières, parce qu'effectivement, là, elles pourront aller sur des secteurs un peu plus larges, qu'habituellement. OK. Donc voilà, on a, sur ce projet-là déjà une quinzaine de médecins qui sont OK pour faire les bêta-testeurs, un peu plus de 30 infirmières aussi sur le territoire qui se sont, mobilisées. Donc voilà, donc on y croit et on pense que vraiment ça a une vraie utilité, pour les patients et notamment pour les patients les plus âgés et les plus fragiles. Donc on va regarder, bon, ça c'était le côté financement, donc c'est payé par la CEPAM, etc. Bon, une équipe dans le cadre du SAS, alors peut-être Mégane, tu pourras m'éclairer, parce que j'ai regardé les indicateurs du SAS. C'est optionnel, bien sûr, mais on a trois options, soit 50% des médecins vacataires enfin, des médecins, mais la MSP participe au SAS, ou 100%. Ça apporte 100 points ou 200 points, soit 1400 euros maximum pour la MSP. Puis il y avait un autre indicateur, j'ai pas bien compris, mais qui est dans les docs de la CEPAM, c'est soit 100% des sollicitations sont prises en charge par la MSP. Alors, peut-être Mégane, tu pourras m'expliquer ce dernier indicateur, parce que moi je l'ai pas trop compris. Parce que normalement, si les patients, si les médecins mettent des créneaux, et ben, le SAS le sollicite et ils prennent systématiquement 100% des sollicitations du SAS. Donc, je sais pas comment expliquer ce dernier indicateur. Tu as des éléments là-dessus, Mégane, ou pas? Déjà pour les 50 et 100 des médecins, c'est les médecins non considérés comme associés, de la CISA. Ouais. Donc, un remplaçant ou un vacataire, ça fonctionne pas. Par contre, un collaborateur, il est de facto considéré comme, associé, même s'il l'est pas juridiquement, donc ça fonctionne quand même pour le calcul. Après, c'est soit, il y a une inscription au SAS pour les 2 premiers indicateurs, donc 50 et 100 des participants. Donc comme le disait Maxime, avec aussi, l'inscription sur la plateforme, au national, ce qui permet en fait, c'est comme ça que l'assurance maladie, renseigne et comptabilise les médecins s'ils sont inscrits ou pas, indépendamment de, s'ils mettent des créneaux ou pas, si les Mmh. créneaux sont pris ou pas. Et s'il y a pas, ça, il faut répondre à 100 des sollicitations, sur orientation de la régulation. Donc là, c'est, assez déclaratif. Je ne sais pas dans quelle mesure, pourrait y avoir un questionnement, des statistiques du SAS derrière, de nos statistiques à nous en termes de justificatifs. Mais ça a l'air assez, déclaratif, en termes de justification qui est demandée. Puisque c'est un ACI qui est national, et au moment où ils ont sorti l'avenant, tout n'était pas forcément encore, déployé. Est-ce que c'était une, façon de faire, qui permettait aussi, quand il y avait un engagement des médecins généralistes au sein des maisons de santé, d'avoir une certaine valorisation avant que le SAS soit, effectif, ou est-ce que c'est en lien avec des organisations très particulières, territoriales dans d'autres régions ou d'autres départements? Après, je sais pas s'il y en a qui sont présents et qui cochent plutôt, cette case plutôt que l'autre, mais on n'a pas eu, beaucoup de questionnements sur le webinaire ACI qu'on avait fait avec l'assurance maladie en décembre dernier sur ce sujet, heu, avec juste quelques différences de certaines caisses qui iraient demander des justificatifs, un petit peu plus poussé sur, la participation, au SAS, mais avec des disparités et rien de très notifié. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont présents, qui souhaitent, répondre ou peut-être qu'ils ont rencontré des difficultés sur le sujet, je ne sais pas. Bon, la problématique, c'est surtout aussi que c'est pas valorisé de façon, très, forte en fait, 1 400 €. Enfin, c'est beaucoup d'organisations, je trouve, dans des grosses structures, enfin, dans les maisons de santé où tu commences à avoir 4, 5, 6 médecins généralistes.
pour que tous aient envie de faire du SaaS, donc au moins la moitié pour avoir au minimum 700 €. Enfin, en fait, c'est ça. Je pense que c'est beaucoup d'implication, de la part des équipes pour un retour, financier qui est pas forcément adapté. Ça, après, c'est un autre débat, mais je pense que c'est aussi ça. C'est pour ça qu'on en a pas parlé quand on a fait le webinaire des ACI. Parce que je pense pas que c'est un et puis en plus, c'est pas obligatoire, donc je pense que c'est quelque chose qui est pas forcément, recherché par, les équipes. Moi, j'avais juste 2 points de peut-être, d'éclairage, en fait, sur le 100 des sollicitations prises en charge. Heu, Effectivement, je pense que ça dépend aussi comme en fait, le SaaS, c'est un dispositif national, mais les organisations sont laissées libres à chaque territoire. Le choix qui a été fait en Seine-Maritime, c'est d'utiliser, en fait, un système de dépose de créneaux et puis ensuite, nous, on vient prendre le créneau. Il y a d'autres SaaS qui fonctionnent de manière, différente, qui vont plutôt appeler les cabinets pour savoir si, celles et ceux qui se sont inscrits sur la plateforme nationale peuvent recevoir les patients. Et ce qui, du coup, forcément, entre s'inscrire et puis déposer sur, enfin, Ouais, dire qu'on peut être appelé et sollicité, finalement, je pense qu'à mon avis, le gros biais, il est là parce qu'effectivement, heu, typiquement avec le choix qui a été fait, en tout cas sur la Seine-Maritime, de facto 100 des sollicitations, sont prises en charge parce que de toute façon, les créneaux, ce sont les ouais, praticiens qui ouais. vont, les mettre sur la plateforme. Donc de toute façon, à chaque c'est enfin, mais effectivement, il y a des SaaS qui fonctionnent sur appel, et sur en fait, ils vont aller solliciter les médecins. Alors que nous, on est plutôt sur un système d'aller, impacter des rendez-vous qui ont été mis par les médecins. Je pense qu'à mon avis, c'est ce pourquoi il y a cet, objectif qui est mis sous cette forme, quoi. Ouais. Et après, pour nous, pour que ce soit clair aussi sur la participation des MG, participants, nous, on est tenu d'envoyer à la CPAM le nombre de médecins qui participent, au SAS et le nombre de créneaux qu'ils nous mettent à disposition et le nombre de créneaux qui sont, pourvus. Parce que je pense qu'ils sont aussi dans une période aussi un peu de vérifier qu'il n'y ait pas des SNP qui soient à côté, à tout va, sans qu'il y ait, rien derrière, quoi. Mmh. Après, il y a une valorisation, individuelle du Oui. médecin aussi dans leur ROSP. Donc, Ouais. je et quand j'avais demandé, est-ce qu'il y avait un lien entre les statistiques qui étaient demandées par médecin et avec les MSP, on m'a répondu qu'il y avait pas de lien qui était fait, que c'était 2 services différents, que c'était 2 Mmh. façons de comptabiliser différentes et du coup, ils vont pas aller jusqu'à faire le lien, en tout cas pour l'instant, en lien avec les indicateurs, dans la CI, quoi. Donc, pour la CI, on m'a dit: «On regarde inscription nationale sur la plateforme ou pas» et peut-être que, pour après, dans des objectifs de suivi et de contrôle en lien avec, les indicateurs propres, à l'activité du médecin, on va aller, plus loin avec ces statistiques qui sont demandées, au SAS. C'est pas parce Ouais. qu'il y a rien aujourd'hui de qu'il pourra rien de lien d'être fait. Enfin, l'idée est d'être, cohérent et de pouvoir obtenir les statistiques, si, on veut suivre aussi un petit peu l'activité côté MSP pour, si on nous les demande, un jour, être capable de les fournir, quoi. Et puis bon, en effet, ça rapporte pas beaucoup, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des nouvelles négos, en cours et entre autres la labellisation France Santé dont un des indicateurs est la participation des médecins au SAS et à la PDSA. Donc peut-être que dans les nouvelles négos, cette participation rapportera plus. Je vous rappelle, pour être labellisé France Santé, bon, c'est pas, mais ça peut monter peut-être jusqu'à 50 000 € si on fait un certain nombre d'actions. Et un des prérequis, ça sera justement la participation au SAS et à la CI et à la PDSA. Donc, et où, je sais pas, on ne sait pas encore où ça en est là-dessus, mais disons que c'est un élément qui peut-être prendra beaucoup plus de valeur monétaire si on associe à la CI une labellisation France Santé, quoi. Mais ça, pour l'instant, on n'a pas de visibilité, mais on reviendra vers vous s'il y a des évolutions sur cette valorisation de cette participation, quoi. Mais effectivement, comme le disait Martin, nous, on n'a pas plus d'infos que vous, là-dessus.
Parce qu'effectivement, hein, sur tous les dossiers de presse et puis tout ça, ils ont toujours mis que la participation, ça, c'était un critère obligatoire pour être labellisé France Santé. Et après, comment est-ce qu'ils contrôleront, est-ce qu'ils associeront ça là-dessus? Pour le moment, on ne sait pas. On n'a pas très trop mis dans la boucle. Après, ils n'ont pas forcément besoin de nous là-dessus, vu qu'il y a la déclaration sur la plateforme nationale. Là, c'est Oui, pas mais les là, infos. Hein, donc, voilà, c'est pas elle paye, de toute façon. oui. Donc elle a l'info. Oui. Bah, ils payent la SNP. Après, le ROSP, enfin, le forfait structure additionnel, là, pour le coup, il est par médecin. Donc, Oui. ils savent très bien aussi à quel médecin verse ou pas ce forfait structure additionnel. Hein, donc, La vraie, contrainte, je trouve, pour l'ACI maison de santé et du coup, ce qui nous intéresse, nous, en tant que coordinateurs, c'est que peu importe la taille, de la structure, on va avoir des médecins donc qui participent au SAS, qui le déclarent sur leur plateforme, qui touchent notre ROSP et en fonction de qui fait la déclaration des ACI, si on n'a pas été interroger nos médecins, on peut dire: «Bah, en fait, non, bah, moi, j'en ai pas qui participent» et dans ces cas-là, on touche pas la partie, de l'ACI, même si elle est, de maximum 1 400 € en lien avec ce sujet-là. Même si la sécu a l'info que, Bien sûr. on a vu qu'ils font pas de lien entre les 2 et qu'ils croisent pas les données, si on va pas, vu que cocher les cases pour qu'ils aillent vérifier, bah, en fait, on s'assoit aussi sur ce financement. Donc je sais pas, après ça dépend aussi de la connaissance de l'indicateur, par ceux qui font les déclarations ACI. En tant que cordeau, on est quand même assez au fait de la chose, mais ça nécessite aussi de faire le point avec ces différents médecins et bon, quand on en a, 15 effectivement, parfois au début c'est non pour le SAS et puis en cours d'année ça devient oui, ils nous ont pas prévenus et du coup ça nécessite de de refaire le point, aussi, avec eux, sur ce sujet-là. Tout en sachant qu'il y en a qui pensent l'avoir fait, mais qui n'ont pas fait la déclaration sur la plateforme nationale et du coup, on se retrouve à pas être valorisés, eux en individuel et nous au niveau, de l'ACI maison de santé, parce qu'ils pensent qu'ils se sont inscrits sur 48 heures chrono, et que c'est bon, en fait. Donc il y a aussi alors ça. normalement, il y en a plus beaucoup quand même, Mégane, parce que moi, je les ai tous relancés de manière individuelle. Comme c'est lié aussi à leur forfait structure additionnel, la CEPAM est revenue vers eux. Ils ont été plutôt sympathiques, où on pouvait faire un peu du rétroactif. Clairement, maintenant, ils ont dit bon, Ça va bien. tout le monde a eu l'info. Ils ont tous eu, en tout cas, un mail individuel. On en a quasiment plus. Moi, maintenant aussi, j'ai accès aussi hein, aux données de la plateforme. Donc, faut pas hésiter hein, à me contacter. Quand c'est comme ça, moi, je peux regarder s'ils se sont inscrits ou pas sur la plateforme nationale. Ça, moi, c'est quelques clics, c'est assez simple. Faut pas hésiter à me solliciter là-dessus. Mais c'est un élément un peu. Certes, 1 400 €, c'est pas beaucoup, mais il suffit de s'inscrire sur une plateforme, il n'y a pas d'engagement de nombre de créneaux qu'on puisse mettre dessus. Donc c'est juste ce qui paraît un peu fou, quoi. On s'inscrit sur une plateforme et on a 1 400 € indépendamment de ce qu'on fait. Peut-être ça va changer dans le cadre de France Santé, mais aujourd'hui, c'est quasiment cadeau, ça pourrait être fait systématiquement, quoi. Il y a, je crois, un nombre d'actes maximum possible. Les médecins peuvent coter jusqu'à 20 SNP par semaine. Voilà. Bon, ce qui fait, dans les faits, c'est extrêmement rare que un médecin, en général, travaille 4 jours par semaine, ce qui veut dire qu'il mettrait 5 créneaux par jour, qui seraient tous pris. Bon, finalement, il y a que certaines structures très spécifiques, et notamment où ils font que du soin non programmé. Ouais, c'est Où ça. là, ça peut, mais finalement, il y en a pas tant que ça, hein, parce que il y a de l'UMR, il y a quelques petites choses comme ça, mais pour arriver aux 20 SNP par semaine, euh, vu Non, la démographie médicale et les difficultés d'accès, bon, ça se compte sur les doigts d'une main, c'est ceux qui sont obligés de compter par semaine, quoi. non, parce qu'il y avait des structures qui disaient: «Nous, on va mettre un médecin uniquement sur des SNP». SNP, ça s'appelait SNP, c'est soins non Ouais. programmés de la structure et puis s'il y en a pas assez, il mettra des créneaux dans le SAS, mais il est limité à 20 par semaine. On peut pas vivre du SAS, quoi. Bah, après, en fait, ils peuvent quand même les recevoir. C'est juste qu'ils n'ont pas le droit de coter Oui, SNP. c'est ça, ouais. Voilà. C'était, je pense, pour éviter aussi qu'on ait des médecins qui ne fassent
que ça, Bien sûr. et du coup créer aussi un peu une distorsion entre le médecin généraliste qui suit sa patientèle et qui du coup fait l'effort de mettre quelques créneaux, et quelqu'un d'à côté qui n'aurait pas de patientèle, entre guillemets, qui ferait que du SNP sur quand même des consultations qui sont quand même plus simples, hormis le fait Bien sûr. que c'est un patient inconnu, mais souvent c'est des consultations qui sont quand même monomotifs, sur des pathologies aiguës, Ouais. des consultations moins complexes en Ouais. fait. Et finalement, c'est ce que nous disent aussi les généralistes qui font du SAS, c'est qu'en plus, comme il y a eu un tri qui a été fait par la régulation, en fait, finalement, les gens, ils arrivent déjà avec, bah, on m'a dit ça, et puis Ouais. je lui ai redit ça. Donc, en fait, finalement, il y a un peu déjà le canevas de la consultation qui a déjà été fait un peu en régulation. Donc, Ouais, c'est les gens sont, les médecins généralistes, quand ils en font, souvent, il y a un peu un frein pour démarrer. Et puis le fait qu'on n'ait pas 100% des créneaux qui soient pourvus, mais ça, à la limite, c'est pour ça qu'on dit plutôt de les mettre soit en fin de journée ou bien sur un temps où on fait un peu d'administratif, ce genre de choses. Et que si le créneau n'est pas pourvu, de toute façon, il y a toujours autre chose à faire. Donc voilà. Après, ce qui est vrai aussi sur ces histoires de créneaux non pourvus, c'est que plus le créneau est tard, plus il a de chances d'être pourvu. Parce qu'effectivement, si on met les créneaux à 9h du matin, c'est assez court finalement pour qu'on puisse le pourvoir. Ok. Il y a d'autres questions, remarques, etc. Pourrons-nous avoir accès aux diapos? C'est une question dans le chat. Alors, bien sûr, il y aura un replay, hein. Donc, tous ceux qui ont participé, puis après, Mégane, tu verras comment tu le diffuses éventuellement à d'autres. Ce webinaire sera en replay et il y aura un lien vers le diaporama si vous voulez, bien sûr. Et puis ouais, je peux vous renvoyer aussi la procédure d'inscription. Effectivement, il y a le lien à la fois pour pouvoir s'inscrire pour ce CDSE. Il y a le lien aussi pour une petite vidéo de comment ça se passe pour mettre les créneaux. Et puis il y a mes coordonnées. Moi, je suis à votre disposition s'il y a besoin d'informations complémentaires. Et puis, Oui. Mégane, on verra comment on range ça sur le plexus des cordeaux. Puis, de toute façon, dans le cadre de l'ACI, participation au SAS, on pourra mettre toute cette doc de référence, quoi. Mmh. Je sais pas, si ça peut aider certains. C'est vrai que nous, on a eu des vraies réflexions, parce que c'est vrai qu'avant, l'existence du SAS, la continuité des soins dans le cadre des ACI 8h-20h, les créneaux étaient 8h-20h parce qu'il y avait la PDSA qui prenait le relais à 20h. Et c'est vrai que, bah, en plein été, s'ils ont fini leur consultation, ils ont vu toute leur bio, rester jusqu'à 20h, parfois c'était vu comme une contrainte et on avait engagé des discussions. Oui, mais le patient, il n'a pas d'autre solution que, bah, soit d'aller aux urgences et s'il y a SOS médecin ou autre sur son territoire, d'aller voir ce genre de structure, si nous, on décide, de «fermer» entre guillemets à 19h. Entre 19h et 20h, il a pas de solution. Et c'est vrai que le SAS, ça a permis, de se dire: «Bon, bah, si ça permet de relâcher une certaine pression, voilà, il y a des dispositifs qui existent, mais du coup, bah, voilà, dans quelle mesure, vous souhaitez y participer? Et puis après, il y a aussi, toute la gestion, peut-être ce que David disait un petit peu tout à l'heure, c'est que, bah, les médecins, parfois, ils préfèrent gérer leur créneau eux-mêmes. Parfois, c'est la secrétaire. Chaque cabinet a son organisation. Donc, du coup, il y a tout le compte de délégation etc. à mettre en place. Et puis, quand il y a des remplaçants qui ont l'habitude de faire du SAS dans d'autres cabinets, bah, comment ça se passe au sein de mon cabinet? Est-ce que bah, la délégation pour le médecin elle a bien été enregistrée? Est-ce qu'il met bien son nom avec les initiales? Il y a un peu tout ça et en termes enfin, quand on est coordinateur de maison de santé, on peut avoir des guides du remplaçant à mettre à jour avec, la nouvelle procédure, c'est un peu toute cette gestion où plus il y a de médecins, plus ça devient, effectivement un peu plus lourd à organiser, potentiellement, mais c'est aussi une vraie réponse, apportée aux patients, heu, avant que la PDSA prenne le relais et du coup aussi toute la journée, pour tout le reste. Parce que je sais pas les autres cordos, si vous avez rencontré les mêmes difficultés, mais nous, que de fois, les patients, ils disent: «Ouais, mais j'ai été, sur Doctolib ou sur Quel-Doc» ou peu importe la prise de rendez-vous et j'ai pas vu de rendez-vous avec mon médecin traitant. Et on a beau avoir des créneaux d'urgence, donc les créneaux SNP pour nos patients, pour la patientèle de la Mmh. maison de santé,
ils sont pas forcément, bien connus donc on communique et bah, merci au SAS d'appeler pour ces patients-là, ne pas les dérouter de leur parcours de soins. Parce que, même si on essaie de communiquer comme quoi s'ils appellent le secrétariat, les secrétaires font un premier filtre pour ces rendez-vous-là. Enfin, vraiment, il y a une articulation et ça réinterroge aussi, bah, notre organisation sur les SNP, l'amplitude horaire et aussi, bah, toute la gestion qu'il peut y avoir, derrière au niveau, du cabinet. Et du coup, c'est un petit message aussi à passer aux secrétaires. Effectivement, on a aussi des fois le revers de bâton des secrétaires. On dit: «Ah oui, mais bon, il m'a déjà appelé». Parce que même, on ne se fie pas juste au dire du patient qui nous dit: «Oui, oui, j'ai appelé, mais il y a pas de place». On appelle quand même, en fait. Donc effectivement, il y a des doublons d'appels des fois pour le même patient. Mais la différence que là, il a eu un médecin régulateur avant qui, du coup, a dit qu'il y avait un motif de consultation, justifié. Donc ce qui donne aussi un peu plus de poids, je trouve, à cette demande de consultation, quoi. C'est pas pour embêter les secrétaires qu'on les rappelle une deuxième fois, quoi.